Bienvenue sur Travel Guys TV épisode 8. Bonjour Olivier. Bonjour Bertrand. En ces temps de restrictions sur le voyage aérien, vous êtes nombreux à vous demander quand est-ce que vous allez pouvoir revoler et vers où. Donc c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec deux special guests, encore une fois, qui sont deux frequent flyers de notre communauté, Christophe et Rose, qui ont la particularité également de vivre entre la France et l'étranger, donc d'être très sensibles à ces sujets, et qui vont décrypter avec nous divers scénarios possibles de réouverture du ciel pour savoir quand est-ce que nous allons enfin tous pouvoir retourner dans les destinations qui nous tiennent à cœur, que ce soit pour le travail, pour les loisirs, mais également pour beaucoup, on l'oublie, pour aller retrouver leur famille. On a deux special guests puisque on a Rose. Bonjour Rose. Bonjour. Rose est une followeuse de Travel Guys et une voyageuse assidue puisqu'elle voyage énormément entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi au sein de l'Europe pour raisons professionnelles et pour raisons personnelles. Et nous sommes aussi avec Christophe. Bonjour Christophe. Salut Olivier, salut Bertrand. Et lui, Christophe, voyage énormément en Europe et entre l'Europe et le Japon, puisqu'il a de la famille qui vit là-bas. Alors, je vais laisser la parole à Bertrand. On a un certain nombre de questions pour vous. Bertrand, à toi. D'accord, merci Olivier. Donc, bonjour Christophe, bonjour Rose. Alors la première question, elle sera pour Christophe. On entend dans les médias qu'il faut à tout prix éviter de se déplacer, que les frontières sont fermées. Et dans ce cas, Christophe, comment peux-tu expliquer qu'une compagnie, par exemple comme Air France, continue à, par exemple, desservir New York ou Tokyo 3 fois par semaine? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, Bertrand, c'est que la notion de fermeture des frontières qu'on entend à tort et à travers dans les médias, c'est une notion assez relative. Ça ne veut pas dire que c'est la porte du Mordor, que soudainement tout le monde est bloqué et que personne ne peut sortir. C'est l'effet recherché, certes, mais c'est pas vraiment le cas en pratique. Pour nos auditeurs de nationalité française ou étrangers ayant un permis de résidence sur le territoire français qui nous écoutent, il est possible de partir à l'étranger et surtout d'en revenir parce que c'est un droit fondamental donné soit par votre nationalité, soit par votre résidence au sein de France ou n'importe quel autre pays de l'espace Schengen ou de la communauté européenne. Maintenant, ceci étant dit, ça c'est la théorie. La pratique, c'est que c'est un peu plus compliqué pour tout un tas de raisons. Tout d'abord, vous devez justifier d'un motif pour quitter la France. Dans le cas où l'accès à l'aéroport ou à l'embarquement de votre vol serait contrôlé, ce qui est d'ailleurs demandé par le ministère de l'Intérieur et l'autorité en France. Ça peut être pour une urgence familiale ou une urgence professionnelle, on en a tous. Hein. Dans ce cas-là, c'est bon, mais il faut pouvoir justifier de ce motif-là et présenter la fameuse attestation de déplacement dérogatoire. Deuxièmement, il faut que votre pays de destination vous reçoive et puis il faut admettre qu'actuellement, il n'y en a pas beaucoup, hein, on va être honnête et on va peut-être en parler plus tard dans l'émission. Et enfin, vous devez disposer d'un moyen pour aller à votre destination et avec toutes les réductions drastiques sur le programme de vol, comme on a pu en parler sur Travel Guys, les vols peuvent devenir rares sur certaines destinations. Maintenant, pour revenir à la question initiale, pourquoi Air France dispose d'un certain programme qui dessert des destinations long courrier alors qu'on n'est pas censé y aller, et ben en fait ils ont quelques métropoles mondiales, quelques villes européennes et 3 liaisons domestiques françaises. Ça permet des rapatriements depuis des grands foyers de diaspora française comme New York ou Tokyo, ou de transporter des clients à mission essentielle comme pouvoir rendre visite à des proches isolés ou à des gardes d'enfants, ça peut arriver, hein. Et c'est d'ailleurs arrivé dans ma famille, éclaté dans plusieurs pays. D'accord, ça me semble assez clair, Christophe, pour ce qui est, on va dire, de la capacité à partir. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous dire, Rose ou Christophe, comment est-ce qu'on peut trouver de manière certaine l'ensemble des informations qui permettent de savoir si oui ou non notre déplacement est restreint vers un pays ou un autre? Alors personnellement, une chose que je peux vous conseiller, c'est que la manière la plus sûre de se renseigner sur les restrictions de déplacement international, c'est le site de l'IATA, donc l'Association internationale du transport aérien, qui est dédiée à la pandémie de Covid-19. Je pense qu'on va vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et ce lien recense toutes les informations enregistrées sur le logiciel Timatic. Alors, qu'est-ce que c'est Timatic pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le portail utilisé par l'intégralité des compagnies aériennes membres de l'IATA, c'est-à-dire quasiment toutes les compagnies qu'on peut voler, du moins en Europe et dans le monde.
pour vérifier votre éligibilité à l'entrée d'un pays. Alors, en temps normal, ça concerne le besoin de visa, la présence d'éventuels tampons qui sont incompatibles dans le pays. C'est le cas, par exemple, quand vous vous rendez en Israël ou dans des pays, certains pays de la péninsule arabique. Donc, c'est des guidelines données à l'agent d'enregistrement de votre vol. Et en ces temps de pandémie, toutes les informations sur les restrictions d'entrée dues au Covid sont notifiées. Alors, pourquoi ce sont les compagnies aériennes qui vérifient et pas juste la police à l'entrée du pays d'accueil? Parce qu'en fait, ce sont les compagnies aériennes qui sont responsables de votre reconduite au pays d'accueil si elles ont mal jugé votre possibilité d'y entrer. Donc, comme ça incure un coût financier aux compagnies aériennes et la possibilité de pouvoir vous rapatrier, cette information est donc des plus fiables. Mais attention, il faut la consulter régulièrement parce que du jour au lendemain, ça peut changer selon les décrets dans les pays ou dans les autres. Merci Christophe. Là, tu parlais donc de manière générale des restrictions de voyage. Après, il y a également des gens qui sont obligés de se déplacer pour motifs professionnels et donc qui souvent n'ont pas trop le choix. C'est ton cas, Rose. Tu passes beaucoup de temps dans les avions dans le cadre de ton travail. Et quelles sont les restrictions spécifiques qui peuvent être mises en place par les entreprises à destination de leurs collaborateurs en dehors de tout ce que vient de nous raconter Christophe? Alors effectivement, de nombreuses multinationales ont imposé une restriction totale des voyages, quelle que soit la destination, pour leurs employés en France, pour leurs employés en Europe, également aux États-Unis. Une mise à jour régulière est faite cependant, à peu près toutes les 2 à 3 semaines par soit les directions des ressources humaines, soit les directions générales des dites entreprises qui se calquent en général sur les recommandations des ministères. En effet, exemple, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas sont exactement calqués et produisent le lendemain des allocutions présidentielles ou ministérielles des nouvelles guidelines qui en général sont complètement les reflets de ce que le ministère a pu imposer en restriction. Donc à l'heure actuelle et depuis début mars, puisque ça a commencé par l'Italie, les restrictions sont totales pour tous les voyages professionnels dans tous les pays de la zone Schengen, également aux États-Unis et en Asie. Alors, c'est effectivement très clair, Rose. Est-ce qu'on peut imaginer que cette restriction, elle perdure même au-delà de la crise du Covid-19? Alors, tout à fait. Les directives, pour le moment, sont en général jusque fin mai ou début juin. Pour certaines entreprises, j'ai un panel d'environ 10 entreprises multinationales que j'ai sollicitées. Jusque début juin, c'est pour le moment la restriction. Mais certaines entreprises commencent déjà à laisser entendre que toutes les restrictions totales de voyage pourraient durer au moins jusqu'au 1er septembre. Certaines disent déjà fin septembre et certaines disent également fin d'année 2020. Alors, on ne va pas être étonné. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que les restrictions de voyage leur avaient procuré une économie très substantielle, sans bien évidemment regarder ce qui va se passer quant à la qualité du travail fourni et au fait que certains déplacements ne sont pas effectués. Le rapport entre ce que le télétravail peut apporter et ce que les voyages, parfois pour 48 heures, voire moins ou un peu plus, peuvent rapporter, sont en train vraiment de les pousser à allonger les durées de télétravail et à réduire le nombre de déplacements et à faire en télétravail beaucoup de réunions qui avant se faisaient de manière présentielle. Donc, on a 2 volets. Le volet ministériel qui va nous dire ne voyagez pas avant telle date et qui va être repris par les entreprises, et le volet économique de certaines entreprises qui auront là l'occasion de faire des économies extrêmement substantielles sur leurs coûts de transport. Donc, effectivement, tu as raison, Rose. C'est un sujet qu'on a évoqué il y a 2 numéros sur Travel Guys. C'est donc Travel Guys TV numéro 7 avec Nicolas Mariotte, qui était un special guest comme vous l'êtes aujourd'hui. Et en fait, il nous a évoqué le fait que les entreprises profitaient de cette crise de Covid-19 pour revoir durablement leur politique voyage. Et on peut imaginer que la reprise des voyages professionnels va mettre beaucoup de temps, comme ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis, où ça a mis quasiment 3 ans à revenir au niveau initial, donc d'avant la crise de 2008. Donc ça, c'est un point, effectivement, tu as raison, qui est très important. Mais au-delà, finalement, des restrictions durables, est-ce que finalement on a encore des pays où on peut aller librement en Europe sans être mis en quarantaine à l'arrivée? Alors quasiment pas.
En regardant sur le site IATA, qui est finalement le meilleur site d'information, tous les pays européens ont adopté une politique d'interdiction d'entrée sur leur territoire, sauf pour leurs ressortissants, les familles des ressortissants, les résidents permanents ou les visas de travail dûment documentés. C'est extrêmement, par exemple, le Danemark est extrêmement strict et rigoureux sur les visas de travail et les documents qui sont apportés par les personnes qui sont volontaires pour aller au Danemark. Une quarantaine de 14 jours a aussi été imposée à l'arrivée dans beaucoup de ces pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transit est autorisé si l'on a une preuve que c'est bien un transit et si l'on a également une raison impérieuse familiale ou une raison professionnelle impérieuse avec un certificat de l'employeur qui indique bien qu'on est en transit entre, si je prends Paris et Madrid en passant par Francfort ou Berlin, c'est possible. Rose, tu vas de nombreuses fois aux États-Unis où tu as vécu et où tu possèdes d'ailleurs toujours un pied-à-terre, mais qui est également une des principales destinations de voyage pour les Français en long courrier. Est-ce que tu peux nous résumer la situation sur place et comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour moi, touriste français, de rentrer aux États-Unis et est-ce que cela diffère ou non selon les États? Alors, depuis le 17 mars, les États-Unis ont fermé leurs frontières à tous les ressortissants des pays étrangers qui ont séjourné dans les 10 pays étrangers pendant les 14 jours qui précèdent leur arrivée. Donc, autant dire que la restriction est totale et globale. Évidemment, les citoyens américains, les résidents permanents qui ont une carte verte, les épouses, les maris, les enfants peuvent évidemment rentrer sur le territoire. Quelques exceptions sont faites par le département d'État, pour les diplomates, certains équipages ou bien des professions de santé qui sont absolument essentielles au combat contre le Covid-19. Autant dire qu'on n'est tous absolument pas dans ces cas de figure et que beaucoup d'entre nous, en tant que touristes, ne pourront pas rentrer aux États-Unis cet été. Les autorisations d'entrée aux États-Unis, en plus, ont été faites uniquement via certains aéroports, comme Atlanta, Chicago, Boston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Seattle. Vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis par n'importe quel aéroport. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence entre les 50 États américains, puisque c'est une loi qui n'est pas fédérale, mais une loi qui est nationale. Donc la décision prise de fermeture des frontières, qui a toujours valeur depuis le 17 mars, perdure. On ne sait pas du tout quand le gouvernement va la lever. On l'attend tous avec impatience pour pouvoir se déplacer et retourner aux États-Unis pour le travail ou pour le tourisme. Mais pour le moment, c'est encore très compromis, au moins jusqu'au début juin. Bon, c'est pas des très bonnes nouvelles tout ça, Rose. Christophe, maintenant, si on part de l'autre côté de la planète, au Japon, que tu connais très bien, qui est un pays que moi-même j'affectionne particulièrement et que j'adore visiter, c'est donc une destination très populaire pour beaucoup de Français et de plus en plus populaire, je dirais. Est-ce que moi ou un Français peut espérer passer des vacances au Japon cet été? Alors malheureusement, je vais pas être beaucoup plus positif que Rose sur les États-Unis. Ça va me paraître très compromis pour le moment. Le Japon a décidé début avril, donc un peu plus tard que beaucoup d'autres pays, en fait, de fermer ses frontières aux personnes en provenance de 87 pays, parmi lesquels figurent, alors 87, c'est beaucoup, évidemment, il y a toute la communauté européenne, Schengen, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine, enfin bon, bref, à peu près, on va dire, 3/4 du globe. Et la fermeture est basée sur le même modèle que la France, c'est-à-dire que seules les personnes de nationalité japonaise, leur famille immédiate, s'ils sont liés par le mariage, il faut prouver par le livret familial japonais, et les résidents permanents sont autorisés à entrer. Et encore, il y a certaines conditions sur les résidents permanents, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a aucune perspective de réouverture immédiate, et en fait, le décalage des Jeux Olympiques de Tokyo, qui devait avoir lieu cet été 2020, ont précipité la fermeture du pays. Soit dit en passant, en fait, il n'y avait plus rien à perdre à fermer le pays maintenant, alors que les JO étaient déplacés à 2021. Maintenant, en ce qui concerne les liaisons aériennes pour aller au Japon, Air France continue d'opérer le Paris-Narita 3 fois par semaine. Alors, il y a 2 aéroports à Tokyo, comme je pense que beaucoup de vous le savez. Il y a Narita et Haneda. Air France met ses meilleurs avions sur l'aéroport d'Haneda. Donc, si vous prenez Air France pour aller à Narita, vous aurez leur produit le plus ancien. C'est comme ça. Et
Et les deux compagnies aériennes japonaises, Japan Airlines et Nippon Airways, n'en perdent plus que 2 vols par semaine vers Londres Heathrow pour la première et 3 vols par semaine vers Londres, ainsi que 3 vers Francfort en Allemagne pour la deuxième. Donc, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'opportunités, on va dire, de vous déplacer jusqu'au Japon. Ok, donc si je résume finalement ce que vous me dites, c'est que bon, pour les destinations lointaines, peu d'espoir que ça réouvre, que ce soit à l'ouest vers les États-Unis ou à l'est vers l'Asie et en particulier vers le Japon. Vers l'Europe, attention, il faut bien regarder pour sa destination les différentes restrictions sur le site de IATA et on vous remettra évidemment le lien dans la description. Et puis globalement, d'un point de vue professionnel, pas beaucoup de perspectives de redémarrage de toute manière avant l'été et même à la rentrée, assez peu de perspectives de déplacement professionnel. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre contribution, Christophe et Rose. C'était très instructif de vous avoir et d'avoir cette perspective externe à celle qu'on peut avoir Bertrand et moi sur Travel Guide. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et n'oubliez pas, la meilleure façon de voler, c'est de vous abonner. Alors abonnez-vous en cliquant sur le bouton en bas de l'écran. Merci, à bientôt. Merci Rose, merci Christophe. Merci, au revoir. Merci, au revoir.